Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence sur les nouvelles dimensions du dialogue entre les marques et les clients. Je me présente, je suis Claire Morel, rédactrice en chef adjointe de Relations Clients Magazine. Et j'ai le plaisir d'animer cette conférence avec trois invités que je vais présenter maintenant avant d'attaquer le sujet. Chloé Beauvalet, directrice des services et de la relation client de PMU. Isabelle Hervouette, responsable digital, innovation et expérience client d'ING Direct. Et Mathieu Bellamy, directeur de la stratégie de la marque de Citroën. Alors on va parler des nouvelles dimensions du dialogue entre les marques et les clients, et notamment via les médias sociaux qui abordent leur phase de maturité. Les clients s'expriment de plus en plus. Le contenu disponible généré donne plus d'autonomie aux clients par les blogs, les forums, les sites d'avis consommateurs. Et les réseaux sociaux, plateformes et outils enrichissent le dialogue avec les marques et permettent aux clients de s'entraider entre eux. Alors on va voir quelles peuvent être les bonnes pratiques, comment on peut gérer les réseaux sociaux à bon escient et quels sont leurs bénéfices. Alors chacun des invités finalement va venir avec un témoignage sur des outils différents, avec des dispositifs différents, pour répondre à des objectifs aussi qui peuvent être différents. Ils peuvent permettre de mieux connaître les clients, de mesurer leur satisfaction, mais aussi d'améliorer les services. On va commencer avec vous, Chloé. Quels sont les différents médias digitaux déjà sur lesquels PMU, la marque, interagit avec ses clients aujourd'hui ? Alors, le mail, mais je le laisse un peu de côté comme étant finalement assez ancien maintenant, le chat, la partie réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et puis l'aide en ligne et un forum d'entraide communautaire qu'on a lancé le mois dernier. Donc on est présent sur l'ensemble. Après, en termes de répartition, évidemment, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Le chat est quelque chose qui maintenant est un peu plus établi, malgré tout qui reste sur des volumes assez faibles, parce qu'on est aujourd'hui dans un dispositif statique, où en fait les clients ont besoin de cliquer et d'être logués et de cliquer sur le bouton pour pouvoir y accéder. Il n'y a pas de push proactif, on est en train de travailler dessus. Donc il y a probablement là des volumes additionnels qu'on va pouvoir traiter, répondre et aussi aller chercher finalement. En quoi consiste juste l'aide en ligne? Et puis après, on parlera de la plateforme d'entraide plus précisément. Alors, assez traditionnellement, des questions-réponses, mais simplement qui sont interrogeables via un moteur de recherche. Ça paraît basique, mais ça reste aujourd'hui quand même une solution qui est extrêmement prisée par les clients. Le point étant de le contextualiser au maximum, d'essayer de le personnaliser aussi au maximum et de le rendre le plus accessible et donc le mieux référencé possible pour pouvoir y accéder dès Google et pas uniquement à l'intérieur du moteur de recherche de nos sites web à nous. Alors aujourd'hui, on parle des canaux digitaux, mais il faut rappeler que PMU en fait interagit principalement par téléphone avec ses clients. Alors que vous apportent ces canaux digitaux justement ? Alors en fait, on a effectivement le téléphone reste le premier canal utilisé par les clients, et notamment les clients qui jouent dans les points de vente et pas forcément uniquement en ligne. La très grande majorité des clients du PMU restent les clients des bars et des tabacs. Et les canaux digitaux finalement aident surtout en temps réel quand le client est en train de jouer en ligne et qu'il a besoin d'avoir une assistance alors qu'il est déjà sur l'un des sites ou l'une des applications du PMU. Donc c'est, on va dire, un peu différent de l'utilisation du téléphone. Et puis il y a aussi quelque chose qui est particulièrement notable, c'est qu'il continue à jouer alors qu'il interagit avec le service client. Donc conversation assez longue finalement sur le chat, beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé au départ, mais qui permet effectivement d'avoir une interaction avec le client, de traiter ses problématiques, mais de ne pas rompre l'expérience de jeu. Alors est-ce qu'on peut avoir une idée du profil des clients justement qui utilisent le web, à la fois pour parier, mais aussi pour justement interagir avec la marque ? Bon, un peu tarte à la crème. Les clients qui utilisent les canaux digitaux du service client sont plutôt des internautes. Jusque-là, pas de scoop, mais effectivement, pour nous, c'est plutôt ce profil de clients qui jouent sur nos applications et nos sites. Après, ils sont un peu plus jeunes que la moyenne. Mais sinon, après, on retrouve de tout. Il n'y a pas de profil en disant c'est uniquement les très gros clients ou uniquement les plus petits. Bon, sur le téléphone, stricto sensu, les plus gros vont avoir quand même des interactions humaines et vont les rechercher. Ça va rester le canal privilégié. En revanche, on a un profil particulier dans le type de jeu. Les joueurs de poker sont beaucoup plus férus de canaux digitaux et notamment, ils sont passés sur les réseaux sociaux plus vite que les autres. Enfin, quand au début, on a mis le chat, ça a vidé le mail. Maintenant, on a mis Facebook et ça a vidé le chat. Donc, on sent que voilà, tout ce qui va permettre des interactions plus sociales, plus communautaires, c'est dans l'ADN du joueur de poker et c'est assez logique qu'il y aille.
Alors Isabelle, ING est une banque en ligne et donc par nature forcément en interaction avec ses clients sur le web. Comment s'organise cette présence justement au niveau de la répartition des canaux digitaux ? Alors aujourd'hui, on est assez classique finalement dans le dispositif puisqu'on a un site web client, deux applications, micro un tout petit peu, voilà. iPhone et Android. On est en train de lancer la prochaine version avec Windows Phone. Et peut-être de façon un peu plus originale pour une banque, on a lancé il y a un peu plus d'un an une plateforme sociale, à la fois d'interaction entre nos clients et également d'interaction avec nous pour qu'ils puissent soumettre leurs innovations. Alors, pour autant, comme vous me disiez quand on a préparé cette conférence, à une certaine époque, et il n'y a pas si longtemps, les canaux traditionnels avaient encore de l'importance. Alors, canaux traditionnels, on dit, on pense au téléphone et au courrier. Aujourd'hui, 97% de vos contacts sont digitaux. Comment vous avez fait ? Je crois qu'on est une banque en ligne. Donc déjà, ça va mieux. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le poids intellectuel, en tout cas des canaux physiques, puisque quand nos clients ont besoin d'aide, ont besoin de conseils, ils se tournent toujours vers le téléphone, notamment. En revanche, effectivement, on a vraiment 97% des contacts qui sont faits sur le digital aujourd'hui. Ça vient beaucoup des nouveaux produits qu'on a lancés. On a lancé un compte courant, donc c'est un outil d'interaction très fort avec la marque. En moyenne, c'est 20 fois que les clients vont se connecter sur leur mobile tous les mois pour aller relever leur compte ou faire des actions. Donc les produits qu'on lance sont très impactants sur l'interaction sur le digital. Et puis également, ce qu'on voit, c'est qu'on suit tout simplement la tendance sur le mobile. Nos clients sont très utilisateurs du mobile et au fur et à mesure qu'on lance des nouvelles fonctionnalités sur mobile, ils nous suivent. Et ils nous suivent très fortement. Donc c'est assez naturel finalement chez ING le poids du digital et l'accroissement qui se fait sur le digital. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur vos clients justement, sur leur profil ? Alors, je veux dire qu'ils ne sont pas jeunes, justement, contrairement à ce que tu disais, Chloé. Nous, nos plus jeunes que les autres clients, sur les autres canaux. Alors, nous, sur le digital, nos clients, ils sont juste, vu qu'on a 97% des interactions sur ce canal-là, ils sont représentatifs de la base. Et notre base client, bizarrement, elle n'est pas jeune. La moyenne d'âge, c'est 47 ans. C'est beaucoup de clients en Ile-de-France, 40%. Et la moitié de CSP+. Très bien. Je me retourne vers Mathieu. Dans l'univers de l'automobile, les échanges se font souvent sur des forums extérieurs aux marques, comme vous le précisiez quand on préparait cette conférence. Chez Citroën, quels sont les espaces de discussion, justement, que vous proposez à vos clients internes à la marque ? Alors, les espaces de discussion, ils sont bien sûr les espaces classiques qu'on connaît avec Facebook, Twitter et puis tous les médias assez classiques. Bon, il faut savoir qu'il y a 10 millions de fans qui suivent Citroën sur les réseaux sociaux. Ensuite, vous allez avoir, on va dire, 3 grandes familles de forums. Les forums indépendants que créent beaucoup de passionnés, beaucoup de blogueurs, en effet, où les gens vont échanger sur un tas de sujets, que ce soit sur des voitures modernes, des voitures anciennes, des problèmes de pièces, des questions. Donc, il y a tous ces forums sur lesquels nous ne les pilotons pas, mais nous suivons quand même ce qui s'y passe. Et si la marque est interpellée, à ce moment-là, on répond. C'est-à-dire qu'on a quand même un filtre qui nous permet de regarder un petit peu ce qui est échangé comme information dessus. Après, vous avez 2 forums là qui sont gérés par la marque Citroën. Le premier forum, donc, qui est Community, par exemple en France, qui est un forum où les clients s'inscrivent et échangent sur leur voiture et donnent toutes leurs sensations et toutes les informations qu'ils ont envie de donner sur le produit, sur la voiture en elle-même. Et puis un autre forum, même si ce n'est pas vraiment un forum, c'est plutôt un lieu de partage qui est Citroën Advisor. Donc je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard après, où là tous les clients qui sont passés dans les points de vente du réseau Citroën notent la prestation et du coup font un commentaire et les autres clients peuvent regarder et puis partager et voir les notations qui ont été faites. Donc voilà, donc en plus de ces forums, je dirais très nombreux qui sont indépendants parce que beaucoup de gens parlent de l'automobile et Citroën regroupe beaucoup de passionnés, on a ces forums marques qui sont Citroën Community et Citroën Advisor. Alors, qu'est-ce que justement ces commentaires, ces échanges vous apportent ? Est-ce que pour la marque et en termes de stratégie, est-ce que vous piochez justement dans ce qu'ils peuvent vous dire pour améliorer la stratégie de la marque ? Tous ces commentaires, ils ont un impact finalement sur toute la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire que si on résume en disant que l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait des produits, elle fait du marketing et elle les distribue.
Sur toute la partie produit, on va s'intéresser à travers tous ces commentaires à tout ce qu'on peut appeler les signaux faibles, tout ce que les clients vont ressentir ou vont avoir envie de dire, ce qui va nous permettre d'identifier des tendances et puis des ressentis. Et l'avantage, bien sûr, de ce moyen digital, c'est qu'on les a directement entre le client final, finalement, et le constructeur. Donc, sur le produit, ça impacte beaucoup parce que tous ces avis, nous les prenons en compte. Et à l'inverse, maintenant, on est dans une phase où on peut même imaginer la co-conception, où on peut proposer des choses aux clients en créant des forums ciblés sur certains clients ou sur certaines communautés pour tester des choses avant de les lancer. Donc, sur le produit, un gros impact. Sur le marketing, je suis avec le digital et avec ces forums ce que je suivais avant avec les médias, on va dire, plus traditionnels, qui vont être quelle est l'image de ma marque, quelle est ma notoriété, et puis quel est ce qu'on va appeler son taux de transformation. C'est-à-dire que est-ce que mes clients connaissent Citroën sur Internet? S'ils connaissent Citroën, est-ce qu'ils vont sur le site et est-ce qu'ils y restent? Ou alors c'est des passages trop rapides. Et s'ils y restent après, est-ce que ça se transforme concrètement en des visites dans les points de vente? Donc tout le marketing et l'image de la marque est aussi impacté par ces tendances clients sur Internet. Et enfin, non des moindres, même si aujourd'hui elle est moins visible, mais ça sera une véritable révolution, la distribution. C'est-à-dire que c'est la première fois où le client est en lien directement avec le constructeur. Auparavant, c'était la propriété du réseau de concessionnaires, donc le concessionnaire avait ce lien avec le client. Aujourd'hui, nous avons directement cette remontée de la part des clients. Donc, je dirais dans la stratégie, que ce soit en produit, en marketing ou en distribution, tous ces forums et tous ces échanges sont pris en compte parce qu'ils nous permettent de nous adapter et d'évoluer. Chloé, on va parler de la plateforme d'entraide. Vous l'avez lancée quand? Il semblerait que vous ayez fait une phase de test. Comment ça s'est déployé? Alors oui, effectivement, on vient de lancer la partie communautaire. Alors, je rebondis sur ce que disait Mathieu, c'est que nous, on cherche à intensifier la relation par rapport à d'autres éventuellement qui ont énormément d'interactions avec leurs clients et qui cherchent plutôt à éviter les contacts. Nous, on va plutôt nourrir la relation et chercher à développer des contacts. Donc on l'avait fait avec l'aide en ligne en disant on veut qu'il y ait plus de visiteurs uniques sur l'aide, non pas pour éviter des contacts, mais pour aller répondre à des questions qui aujourd'hui ne sont pas posées. Et sur la partie communautaire, on cherche la même chose, on cherche bien à aller toucher de nouveaux clients qui éventuellement ne font pas l'appel à nous avec les mêmes problématiques que Citroën, même si c'est un peu différent évidemment comme produit, mais qui est que éventuellement un certain nombre de nos clients n'ont pas de contact direct avec le PMU, mais uniquement par le biais du réseau de points de vente ou par l'interface du web ou de l'application. Donc on va au contraire chercher à avoir des interactions, et donc on a commencé par un bêta-test en se disant on va lancer une phase un peu pilote, on a pré-recruté quelques centaines de clients ou de gens qui n'étaient pas forcément déclarés clients, parce que nous, on a quand même une large partie de nos clients qu'on ne connaît pas, puisqu'ils parient de façon anonyme dans les points de vente, donc on n'a pas de relation comme une banque, effectivement, il n'y a pas de compte forcément avec 100% de nos clients. Donc on a pré-recruté des gens qui pouvaient éventuellement agir ou parler du PMU ou des paris hippiques, du poker ou des paris sportifs sur d'autres forums que les nôtres, en se disant l'intérêt, c'est justement qu'ils viennent en parler chez nous pour qu'on puisse se nourrir de cette information. Donc on leur a expliqué quel était notre projet et on leur a proposé de venir nous aider à imaginer cette entraide telle qu'on allait la mettre en ligne ensuite. Donc on a eu une phase de bêta-test qui a duré effectivement de l'ordre d'1 mois et demi, pendant laquelle on a commencé à échanger avec eux, à proposer des sujets, à écouter aussi quels étaient les sujets qu'eux allaient proposer, et on a fini de customiser la communauté avec ces premières interactions sur la phase de bêta-test avant le vrai lancement qui a eu lieu là début mars, donc tout chaud. Et qui là tient déjà compte finalement des premières interactions qu'on a pu repérer au moment du bêta-test, et surtout ça nous a permis de lancer la communauté maintenant nourrie de tous les échanges qu'il y avait déjà. Donc on n'a pas lancé une feuille blanche ou une coquille vide, mais on a déjà lancé une communauté riche d'un certain nombre d'interactions. Alors vous avez déjà 2500 membres aujourd'hui, 3300 maintenant. Ah, ça a bien avancé depuis. Qu'est-ce qui se raconte en fait? Qu'est-ce qui se passe sur ce forum? Alors de façon assez logique, on retrouve des thématiques qui étaient celles qu'on avait sur les autres canaux de la relation client. Donc on retrouve des thématiques autour du pari sportif, du poker et des paris hippiques. Ce qui nous a plus surpris, même si c'était nos espoirs les plus fous, c'est que c'est vraiment le prolongement de l'expérience en point de vente sur la discussion de comptoir, on va dire, autour du jeu. Et on a finalement une des vraies interactions dans le prolongement de l'expérience point de vente qu'on peut retrouver sur le web, quelque chose qu'on n'avait pas réussi à recréer jusqu'à présent. Et donc il y a beaucoup de discussions, comme on peut avoir sur pourquoi on joue, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la météo, des choses vraiment très très quotidiennes, on va dire, qu'on retrouve sur l'entraide.
Après, pour l'instant en tout cas, on verra comment ça va évoluer, on a plutôt des experts du jeu. On a plutôt des gens qui sont déjà très aguerris au jeu et plutôt des gens qui ont envie d'échanger entre pairs pour soit faire du pronostic, se filer des tuyaux, se challenger entre eux. Mais sinon, on retrouve des questions traditionnelles sur la gestion du compte, la perte des identifiants, enfin les mêmes choses qu'on a tous sur le e-commerce, quel que soit le produit finalement. Est-ce que vous avez des contributeurs fidèles qui viennent régulièrement, qui répondent régulièrement et justement, comment vous vous en occupez? Est-ce que vous les choyez un peu plus? Est-ce que vous avez l'intention de faire quelque chose par rapport à ces contributeurs-là? Oui, alors bien sûr, on en a des fidèles. Il y a des fidèles du bêta-test qui sont toujours là. On espère bien avoir d'autres fidèles qui vont venir en plus. Mais évidemment, on en a. Et finalement, c'est surprenant de voir que sur toutes les communautés, quels que soient les produits, on a des fans de nos produits. Alors chez nous, on s'y attendait un peu, parce qu'il y a des gens qui soient déjà très, très investis. Ce qui nous a peut-être agréablement surpris, c'est la tonalité. La bienveillance, le fait qu'ils soient vraiment dans une posture d'entraide. Alors c'est marqué dans la charte, mais enfin après ce qui se passe réellement, on a beau essayer d'instiller cette tonalité-là, c'est pas évident. Et pour le coup, ça marche plutôt bien. Donc on cherche maintenant à adapter un programme d'animation spécifique pour ces ambassadeurs. Et ça, à la fois, on a évidemment des idées, nous, mais on va aussi se nourrir de leurs attentes et de leurs demandes. Donc on va travailler un peu par tâtonnement. Mais oui, bien évidemment, il faut leur donner plus d'infos qu'aux autres et reconnaître et les remercier, avec évidemment le dispositif de gamification qui leur donne de la reconnaissance de toute façon pour les contributions. Mais au-delà de ça, il faut aussi les alimenter parce que c'est ça qui permettra ensuite de nourrir la plateforme elle-même. Comment se passe la modération en interne? Qui s'en occupe? Alors c'est la même équipe qui s'occupe des autres canaux, une équipe interne pour le coup. Nous on a un plateau interne, un plateau externe, donc c'est le plateau interne qui pilote cette activité. Il y a 4 conseillers dédiés et un superviseur dédié, accompagné par une société de conseil. Et on travaille vraiment spécifiquement sur ces canaux. Mais quand je parle de ces canaux, c'est à la fois l'aide en ligne, les réseaux sociaux et la communauté, pour pas faire vivre la communauté toute seule, mais au contraire, trouver un écosystème intelligent qui se nourrit des remontées de la communauté pour les réinjecter dans les réponses qui sont apportées sur les autres canaux et dans les facs, de façon à ce que ça nourrisse aussi l'aide en ligne de façon générale. Alors chez Inge Direct, vous avez un web café avec 3 parties différentes. Une partie blog, une partie forum et une partie labo. Et vous travaillez main dans la main avec la communication et la relation client. Alors comment ça se passe? Et puis après, on parlera plus précisément du labo. Alors en fait, on a lancé il y a un an donc, notre web café. Et effectivement, chaque entité gère plus spécifiquement une partie du web café. Donc c'est Stéphane qui est présent là, qui gère la relation client et donc les interactions avec nos clients sur les questions qui peuvent se poser. Moi, je vais gérer plutôt la partie laboratoire. Alors ce qu'on appelle le labo, c'est juste un endroit, comme j'ai dit tout à l'heure, où nos clients peuvent chaque jour, chaque heure, venir nous soumettre leurs idées, leurs attentes, ce qu'ils aimeraient voir évoluer dans le produit. Et puis le blog, c'est plus une partie communication où là, on se fait fort de mettre à disposition de nos clients l'ensemble des contenus qui vont leur permettre d'être autonomes dans la gestion de leur argent et de prendre des décisions en connaissance de cause. Et tout ça, en fait, on a choisi de le mettre dans ce web café parce qu'on se dit c'est l'endroit où nos clients vont accéder à l'ensemble des informations et aux contenus qui vont leur permettre de prendre des décisions et de savoir comment progresser dans la gestion de leur argent. Et ça peut être soit dans les interactions qu'ils ont entre eux, et c'est même beaucoup à travers les interactions qu'ils ont entre eux, soit ça peut être dans les interactions qu'ils ont avec nous. Donc évidemment, sur le labo, ils émettent des idées. Ce qui est intéressant, c'est que les clients émettent beaucoup d'idées, beaucoup plus que ce que j'aurais pu penser, et qu'en fait, ils jouent le jeu, c'est-à-dire qu'ils votent entre eux sur les idées des autres. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant dans la mécanique, c'est qu'en fait, nous, on interagit évidemment pour dire est-ce qu'on prend ou pas une idée, est-ce qu'on la sélectionne. Mais avant d'avoir à interagir, nos clients ont eux-mêmes filtré les idées qui font sens ou celles qui ne font pas sens. Et donc, on est 3, donc le manager de la relation client, le directeur de la com et moi sur le digital et l'innovation qui travaillons et qui animons cette communauté. Alors, quels sont les bénéfices justement de ce recueil des suggestions des clients et puis peut-être aussi les inconvénients, parce qu'on imagine que c'est pas toujours facile de gérer les idées. Alors le bénéfice, c'est ce que vous disiez tous les deux, c'est juste d'être en prise directe en permanence avec tout ce que vos clients pensent et émettent. Donc ça, un réseau social pour ça, c'est juste extrêmement intéressant. Donc ça, c'est un premier bénéfice. Le deuxième, comme je dis tout à l'heure, c'est comme ils votent, ils priorisent quelque part pour vous ce qu'il faut faire.
Donc ça, c'est aussi hyper important dans nos interactions avec les banques, c'est d'avoir qu'est-ce qu'on met en premier, qu'est-ce qu'on fait en priorité. Donc ça, c'est plutôt pour la partie bénéfice. Après, c'est pas la contrainte, mais c'est l'élément sur lequel il faut être vigilant, c'est que quand vos clients prennent le temps de s'exprimer sur ce qu'ils attendent et sur ce qu'ils veulent, il faut, être capable de leur répondre rapidement. C'est-à-dire, oui, non, est-ce qu'on va le mettre en place? Si c'est non, pourquoi est-ce que c'est non? Et si c'est oui, il faut le faire. C'est tout bête. Mais c'est tout ça l'enjeu, c'est de dire, voilà, quand vos clients prennent le temps de s'exprimer, quand ils prennent le temps, il faut qu'on soit capable de traiter l'information rapidement et également de mettre en œuvre rapidement. Alors justement, au niveau de la mise en œuvre, comment ça se passe justement? Comment vous sélectionnez les idées? Comment vous les mettez en œuvre? Est-ce que vous faites des tests auprès de certains clients? Comment ça fonctionne? Alors au début, on a appris en tâtonnant complètement. Dernier exemple, voilà, ils ont demandé effectivement d'avoir une application bourse de façon très très massive. Donc on n'a pas fait des process informatiques compliqués pour choisir. On s'est dit, bon, ils sont un certain nombre à le demander, on y va. On a bien fait. Ça cartonne. Deuxième sujet qu'on a priorisé, et là je pense que c'est plus intéressant parce que c'est un sujet qu'on ne voyait pas du tout nous émerger comme quelque chose de prioritaire pour les clients. C'est tout simplement la possibilité d'ouvrir un livret sur le mobile. Alors moi je viens d'arriver dans la banque, pour moi c'était pas du tout intuitif d'ouvrir un livret sur le mobile, sauf qu'ils ont émis ce besoin, ils ont été un certain nombre, on l'a fait en janvier et en une semaine en fait plus d'un tiers de nos ouvertures de livrets se sont faites sur le mobile. Et donc ce que ça permet de faire, ce genre de succès, c'est que quelque part, quand on vient d'un monde où le marketing fait des études, étudie, priorise et dit ce qu'il faut faire, ça permet d'inverser la tendance et de montrer au marketing que même si ce n'est pas des idées qui viennent d'eux, c'est des idées qui performent. Et du coup, on a embarqué très facilement le marketing avec nous dans ces idées-là, puisque maintenant, effectivement, les idées des clients et les idées du marketing convergent, et donc on fait le mix entre les deux. Mathieu Bellamy, vous allez nous parler de Citroën Advisor. Vous l'avez lancé il y a 1 an environ. C'est un site d'avis en ligne qui met en relation les clients et les concessionnaires. Et donc qui crée le lien du coup d'une autre façon et sur un autre espace, justement, les concessionnaires et les clients. Comment ça fonctionne? Expliquez-nous. Alors, on l'a lancé en effet il y a 1 an. On a commencé par la France et puis on le développe maintenant dans tous les autres pays. Citroën Advisor, c'est le même système que tout autre advisor, c'est-à-dire à partir du moment où vous achetez une prestation, eh ben, vous la notez ensuite en ligne et vous faites partager votre évaluation à l'ensemble des gens qui vont aller sur Internet. Donc le client, quand il est passé à la concession, ensuite, eh ben, il va sur le site Citroën Advisor, il met entre 1 à 5 étoiles et un petit commentaire où il exprime justement son ressenti. Tous les autres clients après, qu'ils soient passés en point de vente ou pas, peuvent consulter ses avis et ensuite liker ou pas, mais enfin c'est le même système. D'autres, évidemment, entreprises l'avaient lancé, ça ne s'était jamais fait dans l'automobile. L'automobile a eu un système de distribution qui a presque un siècle, qui n'avait pas tellement évolué. Aujourd'hui, du coup, on a décidé, de complètement donner la parole aux clients et de pouvoir mettre en ligne ce qu'ils ressentaient clairement. C'est quelque chose qui est assez fort parce que l'automobile, c'est quand même quelque chose de compliqué, notamment la partie après-vente. C'est-à-dire que le client, surtout la partie après-vente, ne sait jamais trop bien finalement si il a payé le bon prix, si c'était la bonne prestation. Et du coup, c'est un domaine dans lequel le client n'est pas très à l'aise. C'est un domaine technique, c'est un domaine assez compliqué. Et donc, notre volonté, c'est de dire on va être le plus transparent possible. Et même si on a bien fait notre travail, eh ben, on voudrait être sûr que le client en a bien conscience et qu'en tout cas, il l'exprime comme tel. Donc, on a pris le risque, c'est vrai. Au début, c'était quand même un peu dangereux parce que c'est toujours facile de noter les autres, mais de faire noter soi-même, puis de faire noter son propre réseau, finalement, on ne savait pas quel résultat on obtiendrait. Du coup, les clients notent en ligne maintenant les prestations qu'ils ont eues dans le réseau Citroën. Alors, justement, comment les concessionnaires ont réagi à l'ouverture de ce site? Alors, les concessionnaires, heureusement, sont aussi clients avant tout. Donc, eux-mêmes utilisaient des systèmes advisor pour noter des prestations autres que l'automobile. Donc, ils étaient conscients de la nécessité et de l'intérêt d'un tel processus. Alors, une fois qu'on a dit ça, ils sont conscients, ils sont motivés, mais quand il faut le faire et puis dire dès demain, finalement, ta prestation va être notée et puis mise en ligne pour tout le monde, c'était un petit peu plus difficile. Ils ont vu quand même que finalement déjà ça se faisait un petit peu partout et que si on ne le faisait pas et qu'on ne le faisait pas, on va dire proprement, c'est-à-dire en vérifiant que c'était bien à chaque fois des vrais clients, des clients qui sont véritablement passés, parce que tout l'enjeu d'un tel système, c'est le côté authentique.
Si ce sont des avis bidons ou des avis donnés par je sais pas, des concurrents ou des gens qui ne sont jamais passés, ça n'a plus aucun intérêt. Donc on a vraiment axé ça en disant on ne va pas faire la course au nombre d'avis, on va faire par contre la course à la qualité des avis, et chaque avis, on vérifie que c'est bien un vrai client avec une vraie voiture qui est passée dans le point de vente. Donc partant de là, ils ont été quand même rassurés en disant maintenant la balle est dans notre camp. Les clients vont nous noter, c'est dans l'air du temps. Le client partout note la prestation qu'il a eue, il la note en ligne, il la fait partager. Allons-y. Et puis finalement, ça se passe très bien et on a plutôt des résultats positifs et ça devient un challenge très important puisque les pays qui n'avaient pas encore Advisor maintenant le réclament parce que c'est une source très fiable d'évaluation de la satisfaction du client. C'est le seul moyen que l'on a de savoir à chaud si le client est content ou pas content. Sinon, il n'est pas content, il s'en va, il ne revient pas et on ne sait pas pourquoi. Et pour nous, il n'y a rien de pire. Vous avez formé les concessionnaires et vous êtes en train de former les agents aussi dans les concessions, justement pour répondre. En quoi ça consiste ? Alors, justement, la difficulté de la distribution automobile, c'est que si je prends la marque Citroën, c'est 10 000 points de vente. C'est 10 000 points de vente dans plus de 100 pays. Donc, il faut vous dire un peu la densité que ça peut représenter. Rien que sur la France, il y a un petit peu moins de 400 concessionnaires et il y a 1800 agents. Le client ne peut pas comprendre si on lui dit tu peux noter chez Citroën ton point de vente, que si c'est un concessionnaire il peut, si c'est un agent il peut pas, si c'est un plus gros il peut, etc. Donc pour le client, Citroën c'est Citroën, quel que soit ce qu'il y a derrière l'écriture Citroën. Donc on a eu besoin par vague de former tous les concessionnaires. Aujourd'hui on forme tous les agents. On a fait la France et là on fait tous les pays maintenant, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, enfin tous les plus gros pays d'Europe, et puis on les étend à tous les pays dans lesquels Citroën est présent. Donc on le fait par vagues successives, mais l'idée c'est bien de former tout le monde parce que dès qu'il y a écrit Citroën, pour le client, le service doit être le même. Donc on ne peut pas différer en fonction des points de vente. Et alors par rapport au mode de fonctionnement et techniquement comment ça fonctionne, les concessionnaires se connectent sur un site. Alors, en effet, ils tapent Citroën Advisor, donc eux, ils ont ce que voit le client, ils ont en plus un onglet qui leur permet de répondre. Quand le client met un avis qui est négatif ou qui nécessite une réponse, le concessionnaire a la possibilité de répondre à ce client. Quoi qu'il en soit, on lui demande d'appeler le client dans les 24 heures, c'est-à-dire de systématiquement téléphoner à son client pour voir quel était le problème, et ensuite de répondre en ligne. Suite à ça, le concessionnaire a la possibilité de proposer à son client de mettre une deuxième évaluation. En disant, voilà, vous m'avez mal noté, vous m'avez mis 2 étoiles, je vous ai répondu, on a trouvé une solution, on résout votre problème. Si vous le souhaitez, monsieur le client, vous pouvez remettre un avis. Soit vous mettez pas d'avis, vous laissez 2 étoiles, soit vous pouvez mettre mieux, et c'est souvent ce qui est souhaité. Ça se fait dans un cas sur 2. Dans un cas sur 2, le client accepte et souhaite remettre un avis si le concessionnaire a résolu son problème. Aujourd'hui, quels sont les retours justement des concessionnaires par rapport à ce nouvel outil ? Alors aujourd'hui, il y a 10 000 avis qui ont été émis. Ça s'accélère de mois en mois au fur et à mesure où le réseau est formé. Les avis des concessionnaires, ils sont très positifs parce que finalement, avant, les clients étaient certains mécontents, ils ne savaient pas pourquoi. Les clients ne revenaient pas, ils ne savaient pas pourquoi. Au moins, là, à chaud, ils savent s'il y a une difficulté, quelle est la difficulté, et ils sont capables de corriger. Un client à qui on résout son problème très rapidement, finalement, reste un client fidèle. Et le plus important, c'est ça. Donc, sur les enquêtes de satisfaction traditionnelles, on envoie des clients 20 questions, etc. On s'aperçoit que le client est beaucoup plus satisfait si on lui a résolu son problème, ça paraît évident, mais plutôt que si on ne connaissait pas son problème et que finalement on n'avait rien fait. Donc, ça a un impact très important sur le taux de fidélité des clients. Et ça se ressent tout de suite. Les enquêtes de satisfaction client ont des résultats bien meilleurs pour les concessionnaires qui ont Citroën Advisor que pour ceux qui aujourd'hui ne l'ont pas encore. Donc, client content égale client fidèle. Bon, après, je ne vous fais pas le dessin, c'est un schéma classique de commerce. Alors justement, on a une question du public. Beaucoup de vos clients le deviennent par l'achat d'occasion, de particulier à particulier. Comment justement vous gérez ce lien avec eux ? Alors, aujourd'hui, le site Citroën Advisor n'est ouvert que pour la vente de voitures neuves, la livraison de voitures neuves et toutes les prestations après-vente, quelle que soit la marque de la voiture. Donc, si vous avez une voiture d'occasion, vous allez la faire réparer chez Citroën, vous pouvez poster un avis. Là-dessus, c'est toute marque. Donc, les propriétaires de véhicules d'occasion qui passeront dans le réseau Citroën auront exactement la même latitude de noter le réseau que des propriétaires de véhicules neufs achetés dans le réseau. J'ai répondu à la question ? Très bien. Oui.
Vous disiez d'ailleurs qu'il y avait certains clients, à certains moments, que vous aviez du mal à capter quand on avait préparé ensemble, non ? J'ai pas entendu. Vous aviez dit, vous m'aviez dit en préparant cette table ronde qu'il y avait justement des clients professionnels qui étaient plus difficiles à capter. Alors oui, parce que les clients professionnels, ce n'est pas leur nom sur la carte grise. Si vous avez un loueur ou si la voiture n'est pas votre propriété, du coup, aujourd'hui, ils ne peuvent pas s'exprimer sur le site parce qu'on n'est pas sûr que ce soit bien le conducteur, la personne qui a amené la voiture, qui soit allé dans le point de vente. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose, pour l'instant, qu'on a mis de côté, qu'on va traiter plus tard. On a axé sur le fait en disant ça ne fonctionnera que si on est sûr que ce sont 100% d'avis authentiques. Donc ce sont les clients particuliers qui sont propriétaires de leur voiture neuve ou d'occasion. La première étape, c'est celle-ci. Donc c'est vrai que si vous louez une voiture, c'est pas votre nom sur la carte grise, c'est le nom du loueur. Vous ne pourrez pas remplir un avis aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Et il y a une question aussi du public pour Chloé Beauvalet. Alors que je la retrouve. Pour PMU, comment vos partenaires centres de contact vous accompagnent sur la plateforme communautaire ? En production, pas du tout, puisque en l'occurrence, on a décidé justement de le garder uniquement en interne. À chaque fois, pour toutes les nouveautés, on a commencé comme ça sur le chat, et à chaque fois qu'il y a des nouvelles activités, ou sur le poker d'ailleurs, on commence par le faire nous en interne pour maîtriser l'activité avant de l'externaliser. En revanche, c'est une filiale du groupe Acticall, qui est notre prestataire, qui nous accompagne sur la partie consulting, mais pas sur la réalisation opérationnelle en production, puisqu'on souhaite plutôt accompagner l'équipe interne, à la fois dans la conception de la communauté, mais aussi dans son animation et son évolution. Donc voilà, mais c'est bien l'équipe interne qui s'en occupe. Un mot sur la formation des personnes qui sont en contact avec les clients sur les canaux digitaux, sur les médias sociaux. Comment sont-ils formés ? Qu'est-ce qu'on leur demande ? Etc. J'imagine que c'est différent que pour d'autres canaux, justement. Alors, une remarque préalable, c'est qu'en fait, nos conseillers sont meilleurs que nous, managers. D'abord parce qu'ils sont plus jeunes et plus aguerris à ces outils. Donc, nous, on était encore en train de réfléchir à ces sujets, qu'on leur a dit on va sans doute le faire, qu'eux, ils avaient déjà dégainé. Donc, je pense que déjà, il faut avoir beaucoup d'humilité quand on est manager et se dire que finalement, les conseillers, ils savent déjà plein de choses et ils n'ont pas forcément besoin d'autant de formation que les managers. Ceci dit, on les a accompagnés en plusieurs étapes. Une étape un peu préalable de formation, plutôt d'information d'ailleurs, à ces outils, aux règles de bonne conduite, à leur mode de fonctionnement, aux nécessités de qualité de service qui sont un peu différentes, notamment le passage entre la réponse unitaire qu'on pouvait avoir sur les réseaux sociaux, l'aide en ligne où là on est sur de la réponse collective. Ensuite, quand on est sur les réseaux sociaux, la réponse publique qui est certes individuelle mais visible collectivement, et puis après sur la communauté où là, il faut temporiser pour laisser le temps aux clients de se répondre entre eux avant de faire voiture-balai pour vérifier que personne reste sur le bord de la route. Donc voilà, des choses très différentes, mais ça c'était plutôt avant, en amont. Ensuite, il y a surtout beaucoup de coaching et on a un accompagnement au long cours, à la fois par l'équipe en interne mais aussi effectivement externe, pour les coacher au fil de l'eau dans des situations réelles et les accompagner. Et maintenant, on se pose des questions sur éventuellement refaire des formations après coup pour éventuellement soit un nouveau média, parce qu'on a commencé par Facebook, après on a fait Twitter, donc c'était une formation supplémentaire, ou éventuellement maintenant passer une nouvelle étape sur l'animation de la communauté et non plus simplement sur le fait d'amorcer la communauté elle-même. Donc on va dire que je pense que ça va continuer et qu'il y avait de la formation au départ, mais qu'il y en aura encore. Est-ce que vous mettez en place des objectifs de performance et des indicateurs justement pour mesurer la réponse, la façon de répondre des conseillers ? Alors oui et non. Oui au sens où évidemment on s'est donné des objectifs, mais qui étaient plutôt des objectifs de benchmark par rapport à des meilleures pratiques du marché, en se disant vu comment ça fonctionne ailleurs, comment ça peut fonctionner chez nous. Mais ceci dit, on leur a donné aucun objectif de délai de traitement strict à là maintenant à vérifier, etc. Par contre, on observe au fil de l'eau et on ne cesse de se reposer des questions sur les indicateurs eux-mêmes. Et je pense qu'on va encore se les poser pendant quelques temps avant de les stabiliser. On a décidé de commencer à faire une grille d'évaluation pour les réponses sur les médias sociaux, mais en se disant elle va vivre et puis on verra bien comment elle va évoluer aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a un effet ricochet, ce dont on parlait, mais un effet ricochet sur les autres canaux. C'est-à-dire que sur l'appel, historiquement, on a le respect de la grille d'appel et il faut faire les choses bien comme ci, comme ça. Et en fait, sur les réseaux sociaux, on ne peut pas. Ce serait absurde de fonctionner comme ça. Et finalement, ça nous a aussi décorseté l'évaluation sur les autres médias en se disant
Le plus important, c'est est-ce qu'on a vraiment compris le besoin du client, est-ce qu'on y a répondu et est-ce qu'on a un moyen de se rendre compte si le client est content ou pas content. Et finalement, est-ce qu'on a reformulé 2 fois ou 3 fois le Madame Machin et est-ce qu'on a bien dit les choses comme il fallait. C'est plus ou moins important et finalement, ça nous a obligés à repenser le dispositif qualité global et pas uniquement sur ces aspects de relations clients digitales. Alors Isabelle, un mot justement sur la formation également des conseillers qui répondent sur le web café. Alors en fait, on a 20 personnes aujourd'hui qui sont formées, qui ne répondent pas que sur le web café, mais comme Chloé, qui répondent sur le web café, sur Twitter qui est très très présent chez nous et sur Facebook. Ces 20 personnes n'interagissent évidemment pas en même temps. On a à peu près 4-5 personnes à chaque instant qui répondent et elles sont encadrées par un manager spécial sur les réseaux sociaux et coachées par notre community manager. Alors en termes de recrutement et de profil, c'est assez classique. On a recruté des gens qui savaient écrire, donc plutôt des gens qui viennent du mail, même si le mail, c'est pas forcément le même canal que les réseaux sociaux parce qu'on n'a pas la même réactivité, on n'a pas le même ton sur un mail que sur les réseaux sociaux. Et ensuite, on les a formés, mais plus spécifiquement là au ton ING, à la façon dont on parle, tout ce qui est transparence. Moi, je dis connivence, c'est pas joli, mais un style qui n'est pas empoulé, qui n'est pas bancaire, qui est très simple, qui est un ton de proximité. Et puis là, dans le coaching, ce qu'on fait beaucoup, c'est s'assurer qu'on répond pas trop vite. Alors, c'est comme ce que disait Chloé, ça peut être assez marrant parce que sur les réseaux sociaux, on a plutôt tendance à se dire il faut répondre le plus vite possible. Et ça, c'est bien nos indicateurs sur Facebook ou sur Twitter. On se donne des objectifs de répondre en moins de X heures. Sur le web café et sur le labo en particulier, là, il faut être patient. Et ça s'apprend. Parce que quand on est conseiller et qu'il y a quelqu'un qui pose une question sur est-ce que vous allez lancer tel produit, est-ce que vous allez faire tel service, on se rend compte en ce moment que nos conseillers ont envie de répondre je vais me renseigner, je reviens. Je caricature dans le ton évidemment, mais c'est un peu ça. Et on leur apprend à dire non, ne répondez pas pendant 24 heures. Laissez les autres interagir. Faites en sorte que la communauté joue son jeu et valide est-ce que l'idée est pertinente ou pas, est-ce qu'elle est importante. Et ça vous donne le temps à vous de revenir vers nous en interne pour qu'on aille étudier est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est possible, est-ce que ça fait un sens cette idée par rapport à la stratégie de l'entreprise. Et du coup, on fait cet effort vis-à-vis des conseillers de leur dire ne répondez qu'au bout de 24 heures. En revanche, on suit évidemment tous les posts parce qu'au milieu des idées et des sujets qui sont émis par les clients, il peut y avoir des sujets personnels un peu plus importants. Donc on suit, mais on se modère, voilà, pied sur le frein. Vous disiez que Twitter devenait un canal de plus en plus important, un réseau social de plus en plus important. Justement, quelle est la place de Twitter et de Facebook dans votre communication, mais plutôt orientée relation client? Alors c'est très simple, dans le poids des canaux sociaux, si je mets Webcafé, Twitter, Facebook, Twitter c'est 50%. C'est même plus de 50%. Et ce qu'on voit en revanche, c'est que donc, la communauté du Webcafé est plus récente, puisqu'elle a tout petit peu plus d'1 an. En revanche, le trafic est exponentiel, puisque là, on a fait x3 en 1 an. Mais Twitter reste un canal chez nous prépondérant, à ma grande surprise, parce que je pensais que c'était plutôt Facebook, mais non, chez nous, c'est Twitter. Et qu'est-ce qu'on vous demande justement sur Twitter ? En fait, quand nos clients nous interpellent, que ce soit au téléphone, sur Twitter ou sur Facebook, il n'y a pas de différence de contenu. Puisque là, le web café, c'est plutôt pour interagir entre eux. Quand ils font appel à nous, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose tout seuls. Soit parce qu'ils ont besoin d'un conseil, soit parce qu'ils ont un problème, soit parce qu'ils ont besoin de vérifier quelque chose. Donc, c'est pas spécifique aux canaux. C'est plus quand ils viennent vers nous. Donc, les fameux 3% de contact avec quelqu'un, c'est je pars à l'étranger, est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose de spécifique, quand est-ce que vous allez lancer tel service, donc c'est quand ils ont besoin d'aide. Mais il n'y a pas de spécialité par canal. Alors Mathieu et Chloé, pour vous, quel est le rôle de Facebook et Twitter justement dans les interactions avec les clients? À quoi ils servent? Est-ce que c'est plus pour de la communication, pour le marketing, ou ça sert aussi pour la relation client? Ça reste des médias sociaux absolument centraux sur lesquels les clients échangent et on voit que ça a l'avantage de donner des avis qui sont très rapides, qui sont directs, qui sont très spontanés et du coup c'est une source d'information et puis c'est un nouveau mode de communication donc entre les clients et entre les marques. Donc c'est un moyen qui est centralisé, qui regroupe beaucoup de choses. Donc pour nous, c'est un acteur qui est l'acteur probablement le plus puissant et qui connaît le mieux les clients peut-être que n'importe quelle autre entreprise. Je pense que Facebook a une connaissance de ses clients qui nous intéresse tous. Donc c'est un des médias majeurs qu'il nous faut suivre et avec lequel on essaie d'être le plus partenaire pour justement l'utiliser et pouvoir communiquer avec nos clients.
Pour ce qui nous concerne, on a vraiment une utilisation différente sur le descendant et l'ascendant. Enfin, il y a du côté de la communication et du marketing et moins du côté de la relation client, de la descente d'informations vers les clients pour leur dire ce qui se passe, les tenir informés, les faire participer à des animations, leur pousser des offres, leur dire que là, il y a un grand prix, qu'il y a un match, etc. Donc, c'est plutôt vraiment du descendant. Et s'il y a du remontant, c'est uniquement des likes ou du concours de pronostics ou de la participation à des jeux. Et puis après, il y a vraiment la partie interaction, relation client. Là, c'est tout à fait différent comme nature, mais les deux étant quelquefois complètement imbriqués parce que je réponds à un jeu, je participe et j'en profite pour poser une question. Donc, on peut avoir les deux dedans. Et dans les aspects relationnels, là, pour le coup, on va retrouver d'abord Facebook chez nous en poids par rapport à Twitter, historiquement, parce qu'on avait commencé à nourrir des échanges avec nos clients sur Facebook. Donc, c'est pour ça qu'on a plus de fans, finalement, sur Facebook que sur Twitter. Sur la partie relation client, on a commencé pour l'instant sur le sport et le hippique. On y va doucement sur le poker. Nous, notre conviction, c'est sur le poker, on risque d'avoir beaucoup d'interactions et je pense que le poids va monter parce que ça répond à ce désir d'immédiateté de je suis en train de jouer, ça marche pas, je comprends pas, mon tournoi il est où, enfin voilà, et que cette façon-là de communiquer, elle est complètement dans l'ADN des joueurs de poker et donc logiquement, on devrait voir là aussi une migration des contacts, voire des nouveaux contacts qui viennent sur Twitter qu'on n'avait pas par le passé. Donc un petit peu de cannibalisation par rapport aux médias d'avant, mais en fait aussi beaucoup d'additionnels et ceux qui pensent, enfin en tout cas moi j'ai la conviction que ceux qui pensent que quand on ouvre un nouveau canal on va cannibaliser les autres, à peine. Alors, il y a une question du public pour Mathieu. Citroën Advisor, un vrai atout concurrentiel pour Citroën ? Ah oui, je pense clairement. Clairement parce que 80% des avis qui sont notés sur Advisor concernent la prestation après-vente. Et encore une fois, c'est celle qui est souvent le moins comprise dans l'automobile, quelles que soient les marques. Et du coup, le fait de dire, bah, écoutez, on est complètement transparent sur notre métier et sur notre prestation, ce qui est vrai d'ailleurs, parce qu'on n'a rien pour le coup, on n'a vraiment rien à cacher, ça améliore beaucoup la confiance que peuvent avoir les clients envers une marque et notamment envers Citroën. C'est pour ça qu'on est leader, qu'on essaie de le rester et que l'ADN de la marque est vraiment orienté là-dessus en disant la transparence, c'est la confiance et la confiance, c'est la fidélité de nos clients. Donc oui, je pense que c'est un atout considérable aujourd'hui comparé aux autres constructeurs. Alors une question pour ING. Comment sont gérées les obligations légales dans le dialogue social ? Les obligations légales, elles ne sont pas gérées dans le dialogue social, elles sont gérées a posteriori. C'est-à-dire quand on fait évoluer nos offres et nos services, évidemment, on doit s'appuyer sur les obligations légales et leurs évolutions. Et quand un client soumet une idée, évidemment, on ne va pas la mettre tout de suite en ligne. On va passer par un processus interne qui va être de vérifier effectivement que c'est conforme aux obligations légales. Je ne sais pas si ça répond à la question. Alors une autre question pour Mathieu. Est-ce que les avis sont modérés par les concessionnaires eux-mêmes ? Modérés par les concessionnaires eux-mêmes. Non, ce serait trop facile. Non, les concessionnaires ne peuvent pas modérer les avis. Nous avons une plateforme qui modère les avis. Par contre, c'est modéré avec des critères qui sont très simples et très stricts. Simplement, il ne faut pas qu'il y ait de nom de personnes, il ne faut pas qu'il y ait de propos qui soient insultants ou racistes. Donc, ce sont des choses très basiques. Il y a 12 critères qui font que si jamais ça ne rentre pas dans la norme, on réécrit au client en disant que son avis est rejeté pour telle raison. Donc non, ce ne sont pas les concessionnaires du tout qui modèrent les avis. Alors là, j'ai une question, je ne sais pas à qui elle s'adresse, peut-être à tous. Quel est le support ou réseau social préféré du segment client VIP ? Moi, je réponds facile, téléphone. Aucun doute. Ils passent par le contact avec un humain, voire le contact avec toujours le même humain, d'ailleurs, s'ils peuvent. Mais ils ont, pour les plus gros de nos clients, une cellule de contact privilégié et ils préfèrent l'interaction avec leurs conseillers qui leur sont dédiés. Nous, on n'a pas de VIP. En revanche, on a beaucoup de clients CSP+, comme j'ai tout à l'heure, et il n'y a pas de canal préféré. En fait, ce que nos clients veulent, c'est pouvoir gérer en toute autonomie leur argent, et donc le canal est plutôt digital comme on l'a vu. En revanche, quand ils ont un pépin ou quand ils ont une question, il faut qu'on soit là, et donc à ce moment-là ils prennent le téléphone. Donc chez nous il n'y a pas de canal privilégié, c'est en fonction du besoin client. Alors une question, finalement, ces nouveaux canaux digitaux, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté en plus par rapport à la stratégie que vous aviez auparavant ? Quels sont les bénéfices ? Ce que ça a apporté, la transformation révolutionnaire quand même, c'est que ça met en contact le client final
et en l'occurrence nous, le constructeur. Il faut savoir que le réseau de concessionnaires est un réseau de privés, d'indépendants. Donc les clients s'adressaient à leurs concessionnaires. Ils n'avaient pas de moyens il y a encore quelques années, sauf par courrier ou éventuellement par mail, de s'adresser à la marque. Donc là, ce canal digital fait qu'ils ont un accès à la marque direct, immédiat, et d'ailleurs ils en entendent une réponse souvent aussi très rapide, immédiate, et en plus qu'ils partagent avec tout le monde. Donc il y a vraiment ce nouveau lien qui se fait, qui fait que des clients qui appartenaient à un réseau privé, aujourd'hui appartiennent tout autant à un constructeur. Chez nous, ce que ça a apporté, c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure. On est une banque, il ne faut pas l'oublier. Donc la prise directe avec ses clients sur leurs attentes en permanence et en ligne, ça a été un apport indéniable. Savoir ce qu'ils veulent en temps réel, être capable de les informer en temps réel là où ils sont et d'être en prise avec ce qu'ils attendent. Et ce que ça a apporté aussi en interne, ça a monté le niveau d'exigence. Un peu comme le mobile, comme le canal mobile. Je pense que les réseaux sociaux, ça vous oblige à vous regarder et à être à la fois réactif, à être certain de ce qu'on dit, à être transparent. Du coup, ça oblige vraiment, ça monte vraiment le niveau d'exigence globale de l'entreprise, en fait. Et en plus de tout ça, je dirais effectivement avec deux volets, un volet interne et un volet externe. Je pense qu'en interne, le réseau social, c'est d'un seul coup, pour un certain nombre de personnes dans l'entreprise, un regard sur ce qui se passe au service client. C'est-à-dire que c'est rare que tout le monde au comité de direction s'intéresse aux interactions mail ou téléphone qu'on peut avoir avec nos clients, et pourtant Dieu sait qu'on en a. Et par contre, un post sur Facebook, là, d'un seul coup, ça intéresse beaucoup de monde. Donc je pense que ça change finalement la place de la relation client à l'intérieur de l'entreprise, et ça oblige à des passerelles avec le marketing, la communication, enfin voilà, ça oblige à travailler différemment en interne. Et avec les clients, je pense qu'on passe d'un registre d'interaction unique à de la conversation et éventuellement de la conversation communautaire, publique, affinitaire. Et ça, pour le coup, ça change aussi dans la relation. On n'est plus dans une interaction simple entre un conseiller qui incarne toute la marque et un client, mais bien un client qui incarne tous les clients vis-à-vis d'un conseiller qui incarne toute la marque, et la capacité à converser entre les deux. Merci à vous trois. Alors, il y a de nombreux outils qui viennent enrichir la relation client sur le web, et notamment les assistants virtuels intelligents, les AVI, qui permettent de répondre à des questions simples aux clients. Et ces AVI font l'objet d'une élection depuis plusieurs années qui s'appelle Miss Client. Et j'ai donc le plaisir d'appeler Thierry Spencer, créateur du prix, qui va remettre le prix Miss Client 2015. Merci beaucoup Claire, merci, on peut vous applaudir. J'ai trouvé cette table ronde passionnante. Alors effectivement, je me présente, je suis Thierry Spencer, je suis l'auteur du blog sensduclient.com, et depuis maintenant 6 ans, eh bien, j'organise avec les étudiants du Master Marketing Opérationnel International de l'Université Paris 10, eh bien, un concours d'agents virtuels intelligents de la relation client. Alors cette année, pour cette 6e édition, donc, nous avons eu 28 candidats qui ont été jugés sur 31 critères. Alors j'appelle peut-être tout de suite 3 représentants des étudiantes de ce master à me rejoindre sur scène pour remettre le prix à la gagnante, à Miss Client 2015. Et ces 3 étudiantes, donc sous la conduite de Pauline de Pêche-Pérou, restez si vous voulez. On va juste faire une photo, je vous en prie. Et Pauline de Pêche-Pérou et Christophe Benavent, qui sont tous les deux enseignants donc, au Master Marketing Opérationnel International. Et donc, vous voyez ici donc, toutes les candidates donc, à cette élection. Je peux vous annoncer que le 2e cette année, c'est une innovation. Nous avons décidé d'inclure dans cette compétition les assistants vocaux. Donc OK Google et Siri d'Apple font partie de cette compétition. Je peux vous dire que selon les critères d'éligibilité et les expériences qui ont été faites par les étudiantes et les étudiants du Master Marketing Opérationnel International, eh bien Siri arriverait en 2e position. Mais la première position est attribuée cette année. Alors Miss Client 2015, est-ce que l'une d'entre vous veut bien nous révéler? Je vais vous donner le micro et vous allez nous annoncer Miss Client 2015. Alors Miss Client 2015 est Yoko de Toshiba. Merci beaucoup. Alors j'appelle sur scène Michel Collot, qui est directeur du service client de Toshiba, à nous rejoindre pour lui remettre. Vous voyez, Yoko a déjà revêtu ses atours de Miss Client. Nous allons vous remettre votre trophée.
J'en profite aussi pour vous dire que sur ce salon, eh bien, l'entreprise qui est à l'origine de la prestation qui a fait naître Yoko et donc Living Actor, que vous pouvez retrouver sur le stand N45. Merci Claire, je vous redonne la parole pour conclure et remercier tout le monde. Merci. Merci aux invités, merci beaucoup pour votre intervention et puis merci pour votre attention. Bon après-midi, bonne fin de journée.